Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Comme d'hab, je pense que vous commencez à y être habitués. Je suis habillée comme dans l'update graphique parce que je le tourne à la suite. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais dit de la merde dans cet update graphique parce que je vous ai dit que dans l'update graphique, j'ai présenté des livres que j'ai lus en juillet et en septembre, mais que pour l'update lecture, on repasserait à août parce que j'avais pas fini août. Et en fait, bah si, j'ai fini août. C'est les livres que j'ai devant moi, ce sont des livres qui étaient dans la palle du Pumpkin. Donc c'est fort, c'est des livres que j'ai lus début septembre. On a enfin atteint septembre, je suis contente. Peut-être que début novembre, on parlera des livres d'octobre. On ne sait pas. Bref, pour cette update, en fait c'est con parce que je mets un point d'honneur à présenter tous les livres que je lis dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et là, du coup, ça donne 3 super lectures et on finira par un échec total. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, c'est parti. Le premier, c'est La Légende des Quatre, le tome 4, Le Clan des Aigles de Castran O'Donnell. Bon, en vrai, j'ai dit que c'était mes lectures de septembre, mais en vrai de vrai, celui-là, je l'ai lu fin août parce que fin août, j'avais envie de commencer ma page de septembre. Mais bref, on s'en fiche. Donc, c'est le tome 4. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Je suis un peu. En fait, j'arrive pas à me décider sur ce tome 4 parce qu'on a une conclusion, on a une bonne conclusion. Mais en fait, Nell, qui est le personnage qu'on suit ici principalement, donc qui est l'aigle, parce que dans cette saga, on a des métamorphes loups, métamorphes tigres, métamorphes serpents et métamorphes aigles. Et donc, dans le tome 1, on est avec le personnage principal, enfin, le tome 1, c'est le clan des loups, ensuite dans le clan des tigres, ensuite dans le clan des serpents, et ici, le clan des aigles. Et donc, c'est Nell, l'aigle qu'on suit dans la saga. Et en fait, c'est une héroïne que j'aime beaucoup. Vraiment, elle est très jeune, elle est très mature, je la trouve très cool. En plus, le clan des aigles, c'est mon préféré des quatre. Mais je sais pas. Du coup, je m'attendais à adorer ce tome 4. Et au final, oui, c'est cool. Je l'ai lu rapidement. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, vraiment très cool, vraiment très fun. Mais pas autant que ce que j'avais espéré. Alors peut-être que j'en attendais trop. Peut-être que ça fait que j'ai attendu trop longtemps avant de lire ce tome 4 aussi et que du coup mon attente a augmenté. Je sais pas. En tout cas, c'est pas que je suis déçue. C'est que il me manque un mini truc pour que la saga finisse vraiment bien, selon moi. Bref, dans cette saga, on suit donc. Alors attendez, parce qu'il faudrait que je retrouve les prénoms. Maya, Bregan, Nell et Wal, c'est écrit derrière, magnifique. Et donc, qui sont les 4 héritiers des 4 clans à chaque fois. Ça, j'ai trouvé ça très cool d'ailleurs parce qu'on a 2 filles, 2 garçons qui sont tous les 4 héritiers. Il n'y a pas de patriarcat en mode elle est une fille, elle pourra pas, blablabla. Bla, 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 bla. Non, d'ailleurs, chez les aigles, c'est même une reine qui est en place de base et donc Nell est son héritière. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et chez les loups, par exemple, on a un roi et c'est Maya, donc une fille qui sera son héritière. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Enfin, je trouve important de le souligner parce que c'est assez rare. Et puis l'excuse de c'est de la fantaisie, c'est du fantastique, c'est des animaux, on la connaît tous, ça va, c'est bon. Comme c'est des animaux, c'est pas grave si les filles. Ben non, si c'est grave en fait. Bref. Et donc en fait, ces 4 clans sont un petit peu en guerre froide au début du tome 1. Et ils vont quand même à l'école ensemble, ils essayent de cohabiter les uns avec les autres, même s'ils ne s'entendent pas vraiment. Et donc nos 4 personnages principaux vont se rapprocher, se rencontrer et essayer de s'unir pour prouver chacun à leur clan respectif que être en mode guerre froide, c'est mieux qu'être en guerre ouverte, mais être en bonne entente, ça serait encore mieux. Sauf que Maya, donc elle est le personnage loup qu'on suit principalement dans le tome 1, enfin c'est elle qu'on suit principalement dans le tome 1, on la suit aussi après dans les autres tomes, bref, Maya va, en fait ce truc va se retourner contre Maya parce que parce que les métamorphes vont s'unir les 4 clans contre les humains justement, et elle trouve ça dommage, elle se dit bah non, pourquoi vous voulez massacrer tous les humains, on peut vivre aussi en cohésion avec les humains. Et donc voilà, elle essaye de se dépatouiller avec ça, sauf que ça part en cacahuète complet et ils s'unissent tous les 4 contre les humains pour massacrer les villes humaines. Nos 4 héros sont un peu au milieu de tout ça. On a un joli petit triangle amoureux entre 3 personnages des 4, voilà. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive pour moi. C'est la première fois que quand on a un triangle amoureux, le personnage qui doit choisir ne choisit pas le personnage que je voulais qu'il soit choisi. Vous voyez, c'est la première fois que ça arrive. Il y a par exemple, pour citer un des triangles amoureux les plus connus, dans Hunger Games, il y a beaucoup de gens qui étaient pour Gale. Moi, je n'ai jamais été pour lui. Et à chaque fois qu'on a un triangle amoureux, que ce soit la fille qui doit choisir entre 2 garçons ou le garçon qui doit choisir entre 2 filles, d'ailleurs, j'ai jamais vu de triangle amoureux avec que des filles ou que des garçons. Bref, c'est pas la question. Peu importe dans quel sens c'est,
le personnage qui est choisi, c'est toujours celui que je préfère. Et là, c'est pas le cas. Et j'ai trouvé ça trop cool. Bizarrement, j'ai trouvé ça très cool. Bref, donc voilà, ici c'est la bataille finale avec les humains, avec nos personnages qui essayent de se dépatouiller au milieu de tout ça, Maya qui essaye de les convaincre de pas massacrer tout le monde, que les enfants ils sont innocents. Enfin vraiment c'est une belle métaphore de l'humain et de la guerre en fait, hein, voilà, et de l'acceptation surtout, j'ai trouvé ça très cool. Le seul petit point négatif du coup c'est qu'il n'y a pas d'inclusion dans cette saga justement, il n'y a pas de personnages homosexuels ou autres, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des personnages de couleur, mais il n'y a pas de personnages homosexuels. C'est un petit peu dommage pour une saga sortie aussi récemment, je trouve. Mais bon, on peut pas tout savoir dans la vie, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, je suis un peu triste d'avoir terminé cette saga parce que c'est la première saga de l'autrice que j'ai commencé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je vais vous montrer les entêtes de chapitres. Du coup, comme c'est le tome sur les aigles, on a un petit aigle. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, franchement, je vous conseille cette saga. C'est du young adulte fantastique, vraiment très cool et vraiment très bien écrit. Après, j'aime beaucoup l'écriture de Catherine O'Donnell, donc c'est pas vraiment une surprise. Oh, et la musique, c'est What I Like About You de Jonas Blue. Ensuite, j'ai lu Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, étiquette et espionnage, donc c'est le tome 1 de Gaël Carriger. J'ai lu Le protectorat de l'ombrelle de la même autrice. J'ai terminé Le protectorat de l'ombrelle en 2017, je crois que j'avais vérifié. Je l'avais dit en vlog, je trouve ça ouf, ça fait si longtemps, ça fait 4 ans, mon dieu. En plus, dans le vlog, je crois que j'ai dit 5, meuf, elle sait même plus compter. Bref, et franchement, j'ai adoré. Je m'attendais pas à ce qu'on soit dans le même univers. On est exactement dans le même univers que le protectorat de l'ombrelle. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des vampires, des loups-garous et tout, parce que c'est le cas dans le protectorat de l'ombrelle, mais je m'attendais pas à ce que ce soit le cas ici, sauf que comme c'est le même univers, bah forcément, il y a les mêmes créatures. On est au 19e, c'est ça, avec donc des vampires, des loups-garous et des humains plus ou moins normaux, voyez-vous. Et j'ai adoré. Je vais faire juste un rapide résumé du protectorat de l'ombrelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le protectorat de l'ombrelle avant de lire cette saga-là, parce que en plus, cette saga-là se passe dans la chronologie du temps, dans le même univers, mais avant le protectorat de l'ombrelle. Donc du coup, si t'as pas lu le protectorat de l'ombrelle, c'est pas gênant, parce que vu que cette histoire se passe avant, t'es pas spoilé, t'as pas besoin d'avoir ces infos-là, parce que c'est après, vous voyez. Donc voilà, bref. Donc en fait, dans le protectorat de l'ombrelle, on suit Alexa Tarabotti, qui est une sans âme. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'âme, littéralement. Et donc, elle est crainte par pas mal de gens et pas mal de créatures surnaturelles, y compris les vampires, y compris les loups-garous, parce que c'est un genre de personnage surnaturel très rare, et donc du coup, bah, c'est assez peu connu, et donc ça fait flipper les gens. Et voilà, et elle se retrouve au début du tome 1. Alors ma lecture du protectorat de l'ombrelle, ça date, hein. Mais elle se retrouve au début du tome 1 mêlée à une histoire de loup-garou et de vampire. Et il y a un game de, comme elle est une sans âme, il y a des trucs qu'elle peut faire que personne d'autre ne peut faire. Et donc on fait appel à elle pour ça. Et j'ai adoré cette saga, vraiment, vraiment, vraiment. Ici, c'est pas du tout le cas, enfin, c'est pas du tout la même histoire, il n'y a pas d'histoire d'âme et de trucs comme ça. On est avec Sophronia, qui est une jeune fille, comment dire, pas correcte pour l'époque. Donc on est au 19e, je le rappelle, et au 19e, la place de la femme et l'éducation des jeunes filles, c'est d'être sage, calme, douce, correctement habillée, correctement coiffée, correctement maquillée, il faut parler doucement comme je suis en train de le faire, faire un mot plus haut que l'autre, il faut apprendre à cuisiner, et puis à coudre, et il faut, en fait, au-delà de faire tout ce que je viens de dire, il faut vouloir faire tout ce que je viens de dire, sinon tu n'es pas une vraie femme, et sinon c'est très mal vu. Vous vous en doutez, sauf que ça ne l'intéresse pas vraiment tout ça. Et au début du livre, il y a une femme bizarre qui vient et qui discute avec sa mère. Et en gros, sa mère lui dit cette femme tient un pensionnat de jeunes filles pour t'apprendre l'étiquette, pour t'apprendre à bien te comporter, à faire une révérence, à coudre et à te comporter comme une parfaite jeune fille. Et tu vas y aller. Sauf qu'elle n'a aucune envie d'aller à ce pensionnat, mais elle n'a pas le choix. Donc elle monte dans l'espèce de diligence avec cette femme et elle va vers ce pensionnat. Rapidement, elle va découvrir que on apprend l'étiquette, mais on apprend aussi l'espionnage dans ce pensionnat. En fait, c'est un pensionnat destiné majoritairement à des familles qui sont dans le game de l'espionnage, de la tricherie, du vol et tout, du meurtre aussi. Et donc, on leur apprend à la fois à bien se comporter en parfaite petite femme de l'époque pour passer inaperçue, mais aussi à empoisonner des gens, espionner des gens, faire ça discrètement, s'introduire quelque part, voilà, le parfait petit kit de l'espion, de l'espionne, vous voyez. Et donc Sophronia ne connaît pas du tout ce monde-là parce que
Je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Bref, le pensionnat est majoritairement destiné à des familles qui appartiennent déjà à ce milieu-là. Genre par exemple, elle va rencontrer une de ses camarades qui s'appelle je ne sais plus comment, pas marqué derrière évidemment, qui appartient à une famille comme ça. Donc c'est-à-dire que cette fille-là, ses parents ont été à ce pensionnat-là, enfin sa mère a été à ce pensionnat-là, donc elle connaît, elle sait dans quoi elle s'embarque, elle y va, et puis voilà, elle est habituée à ça. Sophronia et sa mère, d'ailleurs, ne connaissent pas du tout cet univers-là, et elles n'ont aucune idée de ce truc-là. Sa mère ne l'aurait pas envoyé là-bas sinon. Et donc Sophronia débarque là-bas parce que on l'a repérée, et on a identifié ses capacités, et on s'est dit qu'elle correspondait bien au pensionnat, donc on l'y a envoyé. Donc voilà, on va découvrir ça et on va suivre ça. Il y a toute une histoire d'un espèce d'objet qui a disparu, qui a été caché. D'ailleurs, je suis trop contente parce que je l'avais mis dans la catégorie aventure. Bon, niveau aventure, on y est, hein. En gros, quand elles font le voyage de la maison de chez Sophronia au pensionnat, elles sont attaquées et puis il y a celle qui les accompagne qui perd un objet. Enfin, les gens veulent récupérer un objet et on se rend compte que c'est celle qui les accompagne qui a récupéré cet objet et qui l'a caché. Et donc du coup, toute l'histoire, ça va être de trouver cet objet. Sophronia mène l'enquête, elle veut comprendre et tout et tout. Donc niveau aventure, on est bon. Et dans cette même catégorie, il y a aussi le mot artefact qui m'a fait galérer de fou. Et bah moi je considère que l'objet qui a disparu et qu'on cherche, c'est un artefact. Donc j'étais trop contente, vraiment ça marche. Et ce que j'aime avec Gail Carriger, j'ai enfin réussi à mettre des mots là-dessus, c'est qu'on a une héroïne qui est en décalé par rapport à son univers, par rapport aux mœurs de l'époque, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'elle veut pas apprendre à coudre, apprendre à cuisiner, ça à la gonfle, c'est pas un truc qui l'intéresse. Elle veut, par exemple, je l'ai dit dans le vlog au début dans lequel j'en parle, alors le vlog il est atteint, bref, au début du livre, elle est en train de démonter un monte-plat parce qu'elle veut savoir comment ça fonctionne, alors que c'est pas du tout une activité que tu es censée faire quand tu es une jeune fille, voyez-vous, c'est pas du tout, faut pas faire ça. Donc voilà, elle est complètement en décalé, enfin un peu en décalé par rapport à toutes ces mœurs-là. Apprendre la cour, d'apprendre la cuisine, ça l'intéresse pas, elle s'en fout. Comment elle est habillée, elle s'en fout. Le maquillage, elle s'en fout. Vraiment. Mais par contre, il y a certains codes où sans même s'en rendre compte, elle les a parfaitement intégrés. Et du coup, ça crée un décalage. Elle est à moitié dans le game et à moitié hors du game. Et donc du coup, il y a des situations où elle s'en fout. Elle se dit, vas-y, c'est bon, je fais ce que je veux. Genre, elle passe par-dessus un balcon avec sa robe alors que on va voir ses chevilles, mon dieu, vous vous rendez pas compte. Mais ça, elle s'en fout. Et il y a des fois où, je sais même pas si ce cas-là se présente dans le livre, mais elle va sortir dehors sans ombrelle et elle va être outrée elle-même de faire ça. Vous voyez, il y a des codes qu'elle garde et il y a des codes qu'elle garde pas. Et du coup, ça crée un décalage. Tu sais jamais si le personnage il va être ok avec ça ou être en décalé. Et enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai essayé, mais j'adore ça. Elle est aussi outrée au premier tiers du livre, je crois, quand elle apprend que l'école vit en décalé et qu'elle va devoir se lever à midi, quoi. Elle est outrée parce qu'une dame ne se lève pas à midi, il faut se lever tôt en fait, enfin, c'est pas possible, vous voyez. Donc d'un côté, elle s'en fout de comment elle est habillée, de comment elle est maquillée, et de l'autre côté, elle est outrée parce qu'elle se lève qu'à midi. Je sais pas, j'adore ce décalage, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance, je trouve ça trop cool. Et pour ceux qui ont lu le Protectorat de l'Ombrelle, il y a un personnage qui est présent adulte dans le Protectorat de l'Ombrelle et qu'on rencontre ici, enfant. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trop hâte de lire la suite, il faut absolument que je l'achète. Mais j'ai pas décidé de faire un no-buy en septembre ou même en octobre. C'est juste qu'il faut vraiment que je me calme au niveau des achats parce que juillet-août ça a été une catastrophe. Donc il faut que je me calme. Mais en fait, il y a plusieurs sagas comme ça desquelles je voudrais acheter la suite. Donc peut-être m'acheter que les suites de sagas. Je sais pas encore. Et j'ai failli oublier, mais j'ai aussi une musique, donc c'est Lost de Cher Lloyd. Ensuite, celui-là, j'en ai aussi parlé en vlog, donc c'est la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde de Caracas. J'ai adoré cette saga. Donc la première trilogie, j'ai un peu moins aimé les deux derniers tomes, mais la première trilogie, elle est juste géniale. Et donc ici, c'est deux nouvelles qu'a écrit l'autrice qui se passent dans l'univers de la sélection, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, Le Garde, j'ai moins aimé parce que en fait, j'avais oublié qu'il y avait un espèce de vague triangle amoureux dans la sélection, même si sincèrement on n'y croit pas trop. Et donc le garde, c'est le... Ah, j'ai laissé dans l'orque-page dedans. Magnifique. Et donc le garde, c'est un personnage... En fait, je l'avais oublié. Voilà, je l'avais oublié. Et du coup, avoir son point de vue à lui, ça m'intéressait pas spécialement. Bon, après, je l'ai lu parce que j'étais contente d'être dans cet univers-là avec ces personnages-là, mais voilà. Par contre, la première nouvelle est du point de vue du
prince, donc le prince Maxon, et j'adore ce personnage, vraiment j'adore. Et redécouvrir des scènes que j'ai déjà lues il y a des années dans le premier tome de la sélection, du point de vue de Maxon, alors que dans la sélection on les a du point de vue d'America, le personnage féminin, j'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai adoré relire ça. Je crois que je l'ai lu dans le blog, ça m'a limite donné envie de relire la saga. Je sais pas si je le ferai parce que... En fait, c'est une saga que j'ai envie de relire, mais j'ai peur d'être déçue et j'ai peur d'être critique face à la saga. Du coup, je préfère garder le souvenir que j'ai, même s'il est un peu faussé et même si aujourd'hui j'aurais pas le même avis si je lisais la saga. Je préfère ne pas le relire du coup, mais j'ai quand même très envie de le relire. Bref, je sais pas si je la relirai un jour ou pas, on s'en fout. J'ai adoré ces nouvelles-là, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et la musique que j'ai écoutée, je l'aime tellement. Donc c'est A Drop in the Ocean de One Pop et j'adore cette musique, vraiment. En fait, les premières notes de la musique, si jamais elles se déclenchent n'importe où, genre je sais pas, quand je suis au boulot, dans un transport en commun, n'importe où, je ne suis plus là. Voilà. La musique se déclenche, tu peux me parler, tu peux me dire ce que tu veux, il peut y avoir un incendie, ce que tu veux. Je ne suis plus là, je ne suis plus connectée au monde, je suis dans ma tête, dans mon univers, avec les personnages, dans la sélection. J'adore ça, vraiment, j'adore cette musique et j'adore ce sentiment de... C'est comme si tu appuyais sur un bouton dans mon cerveau qui me catapultait dans l'univers de la sélection. Et je ne suis plus là, je suis dans le vague, dans le vide, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne. Bref, j'adore cette saga. C'est pas la meilleure saga du siècle, probablement qu'elle est critiquable et qu'elle est critiquée et qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. J'entends et je conçois, mais moi j'adore cette saga. Je l'ai dit, on va finir avec un échec, donc les chroniques de Michaela Lane, le tome 1, Fièvre Noire de Karen Marie Moning. En fait, j'ai un problème avec les prologues qui sont mal faits. C'est-à-dire que le prologue, c'est le premier truc que tu lis dans le livre, et si le prologue est flou, moi ça me saoule. Alors j'ai bien conscience que le prologue c'est fait pour te titiller, que tu te poses des questions, que tu te demandes. La plupart des prologues sont flous, mais là c'est trop, là c'est pas possible, je veux pas en fait. Moi si tu me fais un prologue flou, en fait, mon problème c'est que si dans le prologue j'ai trop de questions, je vais rester concentrée sur ces questions et je vais pas réussir à lire l'histoire telle que l'autrice, en l'occurrence, l'a écrite. Je vais garder dans un coin de ma tête toutes ces questions, toutes ces informations que j'ai eues et que je ne comprends pas. Et j'arrive pas à m'intéresser à l'histoire, au début de l'histoire, à ce qui est mis en place par l'autrice, parce que j'ai toujours dans ma tête ces questions. Et je suis en mode, tant qu'elle n'y aura pas répondu, je ne pourrai pas lire le livre. Sauf que, la plupart du temps, quand tu as un prologue comme ça, bah les réponses, tu les as qu'à la fin du tome 1. Voyez-vous? Du coup, je n'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer parce que j'ai trop de questions. On y parle de failles, on y parle d'un espèce de don que le personnage principal elle aurait, mais elle n'est pas au courant. Mais en même temps, si c'est écrit dans le prologue, c'est qu'elle finit par être au courant. Mais comment elle l'apprend? Mais d'où elle sort? En plus, on nous parle comment ça s'appelle, de Dublin, je crois, un truc comme ça, alors qu'elle est aux États-Unis. Puis on nous parle de sa sœur. Et puis, enfin, franchement, ça part dans tous les sens dans ce prologue. Je ne comprends rien. Et moi, je peux pas lire un truc que je comprends pas. Vraiment, j'y arrive pas. Donc, je pense que la solution pour ce livre-là, pour moi, ça aurait été de pas lire le prologue. Sauf que je peux pas savoir que je ferais mieux de pas lire le prologue si je le fais en tant que je le vous voyez, c'est pas possible. Du coup, je comprends pas ces prologues extrêmement flous. Pour moi, ce prologue n'est là que pour te perdre. Alors, je pense qu'en vrai, il est là pour te donner envie de lire le livre, mais moi, ça me donne pas du tout envie de le lire. Moi, ça me perd et ça donne une première impression extrêmement négative pour moi et j'ai pas envie. Et ensuite, donc, on rencontre notre personnage principal qui s'appelle... Bah, je suis con, qui s'appelle Michaela Lane, évidemment, enfin, c'est logique, tu vois. Et donc, elle vit avec ses parents aux États-Unis. Déjà, elle est présentée comme une ado bougon qui passe son temps à râler et à geindre, donc déjà, ça partait pas bien, clairement. En plus, il se passe un événement assez traumatisant par rapport à sa sœur qui est du coup à Dublin, je crois, un truc comme ça. Et en gros, elle dit à ses parents, moi je veux y aller, je veux aller là-bas pour ma sœur, machin et tout. Sauf qu'elle a 15-16 ans, donc ses parents ils sont en mode, bah non, en fait, tu vas pas là-bas, c'est dangereux, non. Mais elle a ce petit côté ado rebelle, et moi j'ai du mal avec ça. Je peux pas, c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal en littérature, j'ai beaucoup de mal à le dire aussi. Bref, mais vraiment, et puis alors, en fait, j'ai pas accroché avec le personnage principal.
je sais pas, ça n'accroche pas, je ne l'apprécie pas, je ne l'aime pas, je n'ai pas envie de la suivre. On est dans sa tête et j'ai pas envie de l'écouter en fait. Constamment, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi, tu me saoules, vraiment. Je sais pas pourquoi. J'ai une aversion pour ce personnage-là. Elle ne m'a rien fait, hein, elle est pas méchante en soi, mais je sais pas. Il y a des personnages que j'adore et je suis pas capable d'expliquer pourquoi je les adore, comme Maxon par exemple. Et bah, il y a des personnages que j'aime pas et je suis pas capable d'expliquer pourquoi je les aime pas. C'est comme dans la vraie vie, il y a des gens que t'aimes pas, et bah tu les aimes pas, c'est comme ça, c'est tout. Et bah, Michaela Elaine, là, pas du tout, il avait pas du tout accroché. Donc j'ai dû lire, je crois que j'ai atteint la page, parce que j'ai retiré mon marque-page comme dit, voilà, j'ai atteint le chapitre 4, donc la page 63, et voilà. Je crois que j'ai commencé le chapitre 4, et arrivé en bas de la page, je me suis rendu compte que j'avais déjà déconnecté. C'est-à-dire que j'avais lu sans lire. J'ai lu les mots, mais j'ai pas enregistré, j'ai pas intégré parce que j'étais pas concentrée, parce qu'en fait j'avais déjà décroché. Donc j'ai définitivement décroché et j'ai abandonné le bouquin. Bon, j'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté et que cette update lecture est un petit peu long, mais pour une fois qu'on a un update avec 3 livres que j'ai aimés, j'estime que j'ai le droit. Mais du coup, je m'arrête là pour éviter de le rallonger et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.